Voilà, donc je suis en train d'enregistrer, les amis. Ça y est. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est Aurore. C'est ça. Juste Bonjour à la Asia, voix. ça va? Bonjour Aurore, ça va? Oui, merci. Aurore, elle connaît tout le monde. Asia, on s'est croisés à d'autres conseils. On a fait des jeux sur les soft skills ensemble. Ça. Ah, ben oui. Ouais. Et je dis bonjour aussi à Kelly qui s'est branchée depuis le début. Bonjour Kelly. Bonjour. Tu travailles où, Kelly? Je suis dans la direction innovation. D'accord, d'accord. Donc tu es au 24 rue Villeneuve, c'est ça? Oui. Ok, bah bienvenue. Merci. Béatrice connaît toutes les adresses. Bah, innovation. Bonjour Madame Pantalon. Hello! Bonjour Maëlle, ça va? Ça va et vous? Salut Ouais. Asia! Ça va? Alors, je vais chercher mon fond d'écran. Moi, c'est mon fond d'écran, c'est ma cuisine. Hein. Elle est très belle ta cuisine, tu as C'est raison. parfait, Asia. Tu fais de la pub, c'est bien. Là, mes condiments, je vois tous mes condiments, c'est génial. Bah, ça veut dire que tu cuisines, c'est très bien. Ouais, Voilà. j'ai commencé. D'ailleurs, le confinement m'a servi à ça, à découvrir mon appart. Hein. Ah bah oui. Donc, moi, je suis la seule contente. Et tu l'aimes bien ton appart. Je l'aime bien. Ah, il a l'air d'être beau, donc tu vois, tant mieux. Bonjour Liliane. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Lenka. Bonjour. Ah, Lenka veut pas nous dire bonjour. Muté. Ouais. Si ça va pas marcher, dis bonjour. Bonjour Géraldine. Bonjour, SNCF Réseau, c'est ça? c'est ça. Ok, comme Lenka. Je regarde en même temps, je suis curieuse. Moi, je fais ma Bonjour tout le curieuse. monde. Bon, c'est ma dernière, hein, les amis. C'est ah là là, Béatrice. On va se présenter. Oui, mais c'est Achat, tu sais. On va dire que c'est Achat. Est-ce qu'Acha est connectée? Bah, je sais. Ouais, elle m'a dit qu'elle se connecterait. Alors, nous avons un monsieur Fabrice Ardéois. Bonjour Fabrice. Salut Fabrice. Oui, bonjour, j'ai pu me libérer. Ah, alors avec Bonjour. plaisir. Asia Fabrice nous accompagne beaucoup sur l'atelier contre le harcèlement sexuel. Ah, Ouais, très bien. c'est précieux. Ouais. Bonjour Vincent. Ah, Vincent. Bonjour à tout le monde, bonjour Asia. Ça va, Vincent? Ça va, ça va. Elle a des fans, Asia. Je fais Bonjour partie de Myriam. Wigo aussi. Je travaille chez Wigo comme moi. Ah, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Monsieur Tayeb, bonjour Hicham, bonjour, je ne sais pas comment on dit, Bolon, c'est ça? Bolon, c'est bien ça, oui. Bolon. Ok, Bonjour. bonjour. Béatrice. Alors, je vais faire autrement. Bonjour Margot, je crois qu'on ne lui a pas dit bonjour. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a des gens de partout. Ah, ça c'est fabuleux. Ça. On ne voit plus. On voit plus qui? Toi. Ah, c'est parce que j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? On voit Oui. ton écran partagé, on te voit toi. Ok, c'est parce que j'ai arrêté de parler. Mhm. Je propose qu'on attende encore 2-3 minutes. On laisse aux gens la possibilité de se connecter. Oh, c'est les vacances en ce moment. Ouais. Alors, télétravail plus vacances, je ne suis pas certaine que ce soit des vraies vacances pour les parents. Ah, ça, on est d'accord. Ça doit être compliqué. Je Ouais. te confirme.
Bienvenue, bienvenue. Et donc, je suis en train d'enregistrer. Ah, super, merci. Mais c'est Emilia qui m'a rappelé parce que je pense pas tout sauf à ça. Je mets ma trame quand même. Ah bah oui. J'étais en train de la reprendre, justement. Ah ouais, d'accord, super. Ah ouais. Dans tous les cas, là, voilà, je le dis pour les gens qui sont en train de se connecter. Et comme c'est sur la page de présentation, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran avec la présentation PowerPoint, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Béatrice, tu me dis quand... On va pouvoir commencer. Ça fera arriver les retardataires parce qu'on n'a qu'une heure, donc une heure, c'est super vite passé. Allez. À toi de jouer. À vous deux, mesdames. Sinon, on se présente rapidement. Ambassade Fred, on accueille des personnes de l'extérieur. Ok. On fait un petit coucou. Vas-y, Béatrice. Donc, bonjour. Donc, Béatrice André, l'une des 2 ambassadrices Fret SNCF au féminin. Et nous avons grand plaisir d'accueillir Asia parmi nous aujourd'hui. Hicham, avec ton micro. Bonjour à tout le monde, Hicham Tayeb, ambassadeur chez SNCF au féminin. Donc, ravi d'accueillir Asia parmi nous et partager ce moment avec elle. Emilien. Bonjour à tous, donc Emilien Cousin, je travaille à Île-de-France en tant que chef de feuille et donc je suis l'un des 2 hommes ambassadeurs de cette ambassade Fret et je suis ravi d'accueillir Asia et c'est la 3e personne qu'on invite pour ce format 1 heure avec une femme inspirante. Merci Emilien. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Gaëlle Ventalon, je suis la 4e co-ambassadrice avec Emilien, Hicham et Béatrice de l'ambassade Fret SNCF au féminin. Et effectivement, comme l'a dit Emilien, c'est un format qu'on a lancé assez récemment. Asia, tu es notre 3e femme inspirante et on a eu juste avant toi Isabelle Attard, ancienne députée du Calvados. Et on avait inauguré le format avec Bénédicte Tilloy, qui est assez connue au sein de SNCF, ancienne membre du COMEX SNCF, qui a inauguré le format au mois de janvier. Donc tout d'abord, merci beaucoup Asia de te joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment, on est très heureux de te recevoir. Donc merci d'avoir accepté l'invitation d'être notre femme inspirante du jour. Je vais essayer. Et du coup, on va commencer par la toute première question. C'est Asia, mais qui es-tu? Ah, qui je suis? Tout d'abord, je suis ravie de passer ce moment via visio avec vous et je trouve que l'initiative est vraiment bien de donner la parole à plusieurs femmes qui ont des parcours tout à fait différents et qui peuvent inspirer d'autres. Donc ça, c'est très bien. Je vous remercie de vous connecter à l'heure du déjeuner. J'imagine que c'est hyper compliqué de tout concilier en ce moment. Donc, je vous remercie de l'intérêt que vous avez et que vous portez à cette initiative. Alors, qui je suis? Donc, au sein de l'entreprise, je travaille chez Ouigo. Je suis responsable d'équipe train sur l'entité Paris-Montparnasse de l'axe atlantique de Ouigo. Donc, je suis RET. Je suis rentrée à la SNCF en 2012 en tant que contrôleuse Transilien et ensuite j'ai rejoint les équipes de Ouigo en 2015 je suis aussi membre de la gouvernance SNCF au féminin, donc ça c'est pour mes options entreprise et sinon ma vie externe a un très fort impact dans ma vie professionnelle. Je suis actuellement adjointe au maire aux droits des femmes, à l'égalité et aux relations internationales à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne et je suis aussi membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la commission violence parce que malheureusement, je suis experte au niveau national sur ces questions-là. Mon parcours est assez atypique. Ah, il y a un montage photo. Ah oui, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas... Excusez-moi, je découvre... Je suis aussi membre du conseil consultatif du G7 qu'a mis en place le président de la République Emmanuel Macron en 2019. Ah ouais, c'est fou, d'accord. J'adore, je m'y attendais pas. Et du coup, je suis experte sur ces questions, droits des femmes, égalité, violence, harcèlement, mixité. Comment j'en suis arrivée là?
c'est par hasard et pas que. En fait, on se rend bien compte que le chemin de ma vie a fait que j'ai été sur ces questions très tôt. À 14 ans, j'ai vécu un drame assez compliqué, personnel, mais je pense qu'on va l'aborder après, qui m'a fait complètement redéfinir le monde dans lequel j'appartenais, en fait, tout simplement, parce que je me suis rendu compte avec le décès, hein, parce que j'ai perdu ma cousine qui a été brûlée vive à Vitry, que la femme n'était pas l'égale de l'homme. Voilà, tout simplement. Je m'en suis rendu compte très brusquement à 14 ans. Et très rapidement, j'ai voulu, moi, m'impliquer dans le monde associatif. Donc, je pense qu'avec du recul, c'est un peu une soupape que j'ai voulu avoir. Donc, je me suis impliquée. À 17 ans, j'ai fait mon premier voyage humanitaire au Brésil. J'ai eu envie de faire mon propre projet humanitaire, hein, sauf que ça ne se décide pas forcément comme ça. Et j'ai eu la chance de partir dans mon pays natal en Algérie et de faire des écoles pour femmes analphabètes. Quand je suis rentrée en France, le maire m'avait repérée, m'avait demandé si j'étais intéressée pour intégrer sa liste pour les municipales. Et moi, je ne comprenais absolument rien à cette demande, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai intégré sa liste pour devenir, du coup, conseillère municipale la plus jeune de France à 19 ans. Donc, c'était très, 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 très compliqué. Et en parallèle, j'avais été lauréate de la Fondation Elle, donc Lagardère, sur mon projet de classe que j'avais créé en Algérie un peu par hasard avec ma maman. Et du coup, son nez 9 écoles. Voilà, son nez 9 écoles. Voilà. Et pour un projet qui arrive par hasard, une création d'école, bravo de créer 9 écoles par la suite. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée à la fondation. On me disait, oui, mais tu as besoin de quoi? Est-ce que tu peux t'imaginer créer des écoles? Et je leur disais, non, en fait, je suis très terre à terre. Moi, j'ai pas d'argent, en fait. Et eux, c'était, mais nous, on en a, on peut t'aider. Et du coup, de cette école, de cette classe qui était initialement conçue dans ma maison, hein, en Algérie, avec une prof, des élèves. Ce qui était fou, c'était le nombre d'élèves, parce qu'il y avait plus de 70 personnes dans le village qui étaient intéressées pour suivre des cours en français. Et ce qu'elle voulait, c'était savoir lire la posologie d'un médicament, en fait. Donc, c'était très terre-à-terre comme demande. Et parce qu'en fait, je me retrouvais voilà, tout simplement réviser mon baccalauréat. Et ma voisine, en fait, elle est rentrée dans ma chambre en me disant, mais dis donc, t'as de la chance de réviser. Et moi, je voyais pas ça sous cet angle. Et je lui dis, mais je comprends pas, tu vas pas à l'école? Et elle m'a dit non, en fait. Et voilà, ça tombait bien parce que j'avais cette envie de créer un projet, mais on peut pas créer et imposer un projet humanitaire comme ça à des populations. Ça n'existe pas, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, on m'avait raconté l'histoire une fois au Sénégal d'un groupe de jeunes qui est hyper sympathique, hein, humanitaire, qui était parti construire un puits au centre du village pour éviter que les femmes fassent 2h30 de route. Et en fait, ce puits n'était pas utilisé. Et en fait, quand ils leur ont demandé quelques mois après pourquoi ils ne l'utilisaient pas, le puits dans le centre du village, ils disaient, mais en fait, nous, ce moment-là de partir 2h30 entre femmes, c'était un moment précieux, en fait. Donc, il faut demander, il ne faut pas imposer ce genre de projet. Mais cette phrase m'avait marquée, en fait. Donc, voilà, je l'avais un peu gardée en tête. Et du coup, je voulais faire un projet humanitaire, mais je ne savais pas quand, qui, quoi, comment. Et puis, ça c'est venu à moi tout seul, donc tant mieux. Et alors du coup, pour continuer sur cette lancée-là de ta présentation, si nous, on te dit que tu es inspirante, qu'est-ce que tu en penses? Alors, du coup, c'est ce que... Alors, en fait, moi, je me réconcilie avec les compliments à mon égard en tant que femme, parce qu'on peut avoir du mal à réceptionner des compliments et de se dire, est-ce que j'en inspire? Je ne sais pas si j'inspire, je pense peut-être un peu, de par mon expérience, de par des envies que peut-être vous n'oseriez pas faire demain. Et je trouve que voilà, on est assez timide en tant que femme de réceptionner ce genre de choses. Et du coup, aujourd'hui, moi, je les réceptionne. Donc merci. Peut-être que je suis inspirant pour d'autres et je serais ravie de voir que tel ou tel bout de phrase peut avoir un impact. Donc voilà, je le réceptionne mieux aujourd'hui qu'avant. Avant, j'étais très, 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 très gênée. Maintenant, je suis très gênée, mais je me dis pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'on me fait pas mal de retours
en privé. Donc, si je peux en inspirer, why not? Et là, maintenant, on va peut-être parler de ton incursion dans le monde politique et dans les relations institutionnelles, que ce soit les relations institutionnelles que tu as de par tes fonctions dans ta municipalité ou même plus globales au niveau français et mondial, parce que tu l'as pas mentionné, mais tu as aussi été jusqu'aux Nations Unies à New York. Si on peut parler du sentiment de l'imposteur dans ce monde politique et dans ce monde institutionnel, est-ce que tu t'es déjà, toi, sentie comme une intruse ou alors tu t'es déjà sentie intruse de là où tu étais? Complètement. Alors, je pense 20 000%. Au G7, hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les images sont sous mes yeux, mais cette expérience a été un peu ahurissante. Parce que du jour au lendemain, on ne nous prévient pas que le président de la République va vous écrire un courrier, hein. Enfin, on ne m'a pas prévenu du tout. Et du coup, je reçois un courrier de l'Élysée, donc en plus avec une calligraphie particulière, etc. Je me dis, oulala, c'est quoi cette histoire? J'ouvre le courrier, je vois une demande du président de la République directement qui m'est adressée en me demandant d'intégrer le conseil consultatif du G7. Et du coup, je me dis, waouh, pourquoi moi d'un coup, alors que je suis investie sur les questions de droits des femmes depuis que j'ai 17 ans. Enfin, là, j'en ai 32, donc il suffit de faire le calcul. Et investie, c'est-à-dire quotidiennement. C'est-à-dire que, voilà, chez moi, et bon, je ne vous ai pas encore montré la déco, je ne pense pas que je vais le faire, mais il y a un violentomètre, il y a un guide des droits des femmes. Enfin, il n'y a que ça chez moi. Je pense qu'on peut vite deviner. Alors, un violentomètre, je pense que ce n'est pas connu par tout le monde. C'est une petite, oui, c'est une petite, si tu l'as sous la main, c'est une petite règle en fait qui va du vert jusqu'au rouge et qui, voilà, merci, et qui un peu décrit sur le violentomètre les actions qui sont faites aux femmes sont du coup décrites de si c'est vert, ça va. Ça révèle en fait, c'est ça Gaëlle, ça révèle la toxicité d'une relation amoureuse. Donc le vert, c'est profite de ta relation. Orange, c'est vigilance, stop. Et le rouge, c'est protège-toi et demande des conseils et selon où on se situe. Par exemple, si tu humilies et te traite de folle quand tu lui fais des reproches, bah attention, c'est du rouge. Il faut que tu te protèges et que tu demandes de l'aide. Donc ça, c'est un violentomètre, pardon. Mais merci Gaëlle de le rappeler. Donc voilà, ce genre de choses, il y en a partout chez moi. Et alors, de ton côté intrusion dans le monde politique, est-ce que tu t'es sentie à ta place? Alors moi, quand on m'a demandé de faire partie du G7, ce qui est très compliqué, c'est que je savais ce que c'était et je me suis dit, mais pourquoi moi en fait? Et j'ai accepté, donc j'ai demandé l'avis de 3 personnes, puisque je ne demande plus de conseils, je demande des avis, parce qu'en fait, je me suis rendu compte tout au long de mon parcours que quand on demande des conseils, on n'est pas forcément bien conseillé. On a des personnes qui ne veulent pas forcément nous voir évoluer. Et du coup, moi, je fais attention et je m'écoute énormément. Donc ça, c'est vraiment le point d'orgue de ma vie. C'est que je demande d'abord conseil à moi-même. Et moi, j'étais un peu tentée par cette expérience-là, parce que je trouve que c'était une expérience intéressante. Et en fait, je me suis retrouvée avec le prix Nobel de la paix de Denis Mukwege autour de la table, avec Emma Watson, qui est une actrice qui avait été harcelée d'ailleurs sur les réseaux sociaux très fortement d'ailleurs, avec Nadia Murad qui était prix Nobel de la paix également. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a toi. Donc, au moment même où on voit la photo où je rentre à l'Élysée, que je marche, je me dis, il y a un souci, qu'est-ce que je fais là? Elles sont toutes brillantes, ça va être compliqué. Et en fait, on fait un tour de table. Et pendant ce tour de table, il fallait un peu se présenter. On n'a pas donné nos blessures parce que finalement, on en avait toutes, hein, et d'autres très compliquées. Et en fait, en faisant le tour de table et en me présentant, en fait, c'était naturel. J'ai compris pourquoi j'étais là. Il y avait mon expérience et ça, personne ne pouvait me l'enlever. Et du coup, ça s'est effacé. Et ensuite, j'ai travaillé, parce qu'on était divisé en 3 groupes. Il y avait économie, santé et moi, c'était violence. Et du coup, ça s'est effacé, mais c'était c'était fou. Donc oui, le syndrome de l'imposteur complètement, y compris même au sein de l'entreprise. Quand j'ai voulu faire Excellence des PX, je me suis dit, mais est-ce que moi je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Et tout le monde me disait, mais si, bien sûr que tu peux. Et en fait, c'est fou d'avoir ces freins, mais en fait, on est son propre frein.
Donc, Ah bah, j'essaie de dépasser ça. Hein, c'est ça, c'est comment, si tu pouvais donner des conseils à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est justement comment tu as fait tomber tes propres freins et comment est-ce qu'on peut arriver à les faire tomber. Ben, en fait, on enlève ses propres freins en se disant qu'on est légitime, en fait. Tout simplement. Est-ce que je suis légitime? Oui. Des hommes ou peut-être d'autres femmes se poseraient un peu moins la question, mais ça, c'est très présent chez les hommes. Ils vont pas se poser autant de questions que nous, parce que nous, on voudrait avoir plus de 160% des capacités avant de postuler un poste, etc. Moi, maintenant, j'ose le faire. C'est-à-dire qu'en fait, si ça marche pas, ça marche pas. Donc j'y vais un peu au culot et en me rappelant que l'expérience que j'ai, c'est-à-dire que ensuite cette année-là, en plus elle était très complexe parce que j'étais en plein dans Excellence DPX, donc je dormais à peine 4 heures par nuit pendant un an, c'était très difficile mais très passionnant toujours est-il. Et en fait c'est mais pourquoi j'en suis là et de se légitimer soi-même, je trouve que c'est le premier service qu'on peut se rendre. Hein. Et toi qui as été élu très jeune, à 19 ans, du coup, est-ce que tu as trouvé que la politique était un lieu de violence pour les femmes? Alors moi, au sein de mon conseil municipal, c'est pas un lieu de violence pour les femmes. Toujours est-il, c'est ce que je disais en élément important, c'est en termes de compétences, moi je négocie sans cesse. C'est-à-dire que quand j'ai été élue, j'avais 19 ans, des personnes appelaient la mairie pour dire au cabinet du maire que concrètement, elle a 19 ans, pourquoi vous la choisissez? Moi, je suis à Sciences Po, nanani, nanana, etc. Du coup, même là, je me suis dit, t'as 19 ans, t'es franco-algérienne, hein, j'oublie pas, t'es une femme, ça va être compliqué la politique pour toi, sachant que personne dans ta famille ne connaît ce monde. Moi, je pensais que c'était comme à la SNCF, tu rentres de génération en génération. Hein. C'était l'idée que j'avais de la SNCF. Et du coup, au piston, etc., moi, j'étais complètement parachutée dans un monde et c'est hyper violent parce qu'il y a des codes, mais du jour au lendemain, on est considéré parce que si on appelle le préfet et qu'on dit qu'on est élu, on va être écouté. Enfin, c'est plus facile. Toujours est-il, moi, j'ai mis des stratégies en place. C'est-à-dire que moi, dès la première année, j'ai dû comprendre ce que c'était le monde politique. J'ai dû comprendre à lire un budget. J'ai fait des formations pour ça. Heureusement, on est aidé. Mais j'ai eu un allié qui était l'ancien maire qui est décédé très récemment, qui était mon mentor dans la ville, qui était voilà, qui était mon mentor et qui protégeait un peu de tout ça. Et heureusement d'ailleurs. Mais sinon, oui, c'est un monde hyper violent, très violent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu l'histoire Denis Baupin, et je pense qu'Isabelle a dû plus en parler en détail. Hein. Mais c'est quand on n'a pas des violences sexuelles, sexistes, on a des remarques. Et moi, maintenant, j'ai appris qu'il y avait des instances hors instance. C'est-à-dire qu'au conseil municipal, il y a toutes les décisions qui se passent. Mais moi, j'ai identifié les lieux où les décisions se prenaient, parce que maintenant, je suis une jeune vieille élue, comme j'aime me définir, parce que j'entame mon 3e mandat. Ça fait 13 ans maintenant que je suis élue, donc c'est, voilà, ça fait partie un peu de mon quotidien d'ailleurs. Et en fait, moi, je vais à des réunions avant le conseil municipal parce que je sais qu'ils vont tous se réunir et j'aime rentrer dans cette salle en disant bonjour messieurs, bonsoir messieurs, je viens féminiser l'instance parce qu'il n'y a pas de femmes. Et du coup, tout le monde rigole parce que maintenant, ils ont pris l'habitude de me voir 1 heure avant le conseil municipal et je négocie énormément de choses parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc, est-ce qu'on a les mêmes chances? Oui, non. Parce que c'est compliqué. Moi, je me souviens et je raconte une histoire de Marlène qui est publique. Marlène Schiappa, qui est actuellement ministre. Moi, je la connais parce qu'on travaille ensemble depuis des années, des années. À force, nos liens sont venus des liens d'amitié. Et elle, Marlène, quand elle a été élue au Mans, elle m'a appelée. Elle m'a dit, il faut que tu me fasses un petit topo de ce qui se passe parce que je ne connais pas le système. Et ça a été hyper violent. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des instances au conseil municipal, elle a ramené ses filles en fait, elle a ramené ses enfants parce qu'elle n'avait pas de moyens de garde. Et en fait, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que j'ai pas moyen de garde, on est mercredi, il y a un conseil municipal, bah en fait, je vais venir avec mes enfants. Enfin, voilà. Et du coup, ça inspire aussi en se disant, mais en fait, il ne faut pas être timide de notre réalité du terrain et de ces choses-là, en fait, du quotidien. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça comme ça.
Il y a un commentaire très juste, hein, je vais le lire. Et d'ailleurs, à vous toutes et tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser directement vos questions à Asia dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que Asia se prêtera à l'exercice. C'est une remarque de Acha qui dit qu'à partir du moment où on est sollicité, c'est sans doute qu'on nous considère comme légitime, reste après à se convaincre soi-même. Donc c'est toujours bien de l'entendre de la part des autres, mais... C'est une belle phrase à mettre sur un t-shirt, Acha, je trouve, parce que c'est un beau mantra. Alors, Acha travaille à la communication, donc c'est pas tombé dans l'oreille. On veut un mug. C'est ça. Acha qui a cette phrase. Bloquer des t-shirts peut-être, ouais. Des t-shirts, un mug, cette phrase on la veut. Ouais. Carrément. Merci beaucoup, Acha. On va faire les t-shirts floqués avec le logo Fret au féminin. Ah, carrément, c'est ça. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut évoquer, là, tu en as parlé en introduction de l'affaire de Sohan Benzian, qui est ta cousine. Tu as évoqué le fait qu'elle a été brûlée vive, qu'il y a eu un retentissement à Vitry-sur-Seine, mais bien au-delà, parce que l'affaire a quand même été portée au national. Est-ce que tu penses que l'affaire de Sohan est liée à ton parcours ? En fait, Sohan, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous êtes au fait, hein, c'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui avait marqué la France carrément, parce que c'est même parti au-delà de nos frontières. C'est-à-dire que pour ses funérailles, dans mon village natal, parce qu'on est né dans le même village, moi je suis née dans un village complètement perdu, il n'y a pas 1000 habitants. Et là, en fait, il y avait des caméras du monde entier, enfin, c'était ahurissant. Parce qu'en fait, en France, c'est la première fois qu'une femme était décédée dans des circonstances complètement choquantes, parce qu'elle a été brûlée vive. Et elle a été brûlée vive par un individu qui s'était bagarré, vous voyez où on en est, avec son petit ami à elle. Il avait perdu la bataille et s'est vengé sur Sohan. Donc, il lui avait interdit d'entrer dans un quartier. Sauf que c'était le quartier d'habitation de Sohan, en fait. Donc, elle ne pouvait pas ne pas aller dans son quartier. C'est juste pas possible, ne pas rentrer dans son immeuble. Enfin, c'est là où elle habitait. Et donc, elle a été brûlée vive, elle est décédée. Il y a eu la naissance ensuite de Ni pute ni soumise. Et en fait, moi, ça m'a complètement chamboulée parce que je me suis dit... Attends, mais je comprends pas, parce que c'est hyper violent comme histoire. Donc, quand en plus, c'est une personne de ta famille, c'est d'autant plus violent qu'il faut digérer. Moi, ça fait vraiment depuis 1 an et demi, 2 ans que je peux parler de Sohan sans pleurer. Enfin, voilà, j'en suis là dans mon cheminement personnel. C'est que ça fait... là, je pleure plus, mais c'est un chemin qui a été très long, parce que c'est ne serait-ce que la manière de penser de son assassinat, c'est très violent. Que ce soit une inconnue, c'est violent. Mais quand c'est quelqu'un de sa famille qui te ressemble, etc., c'est très fort. Et du coup, je me suis pas rendu compte que c'était le lien de mon engagement, mais en fait, c'était une évidence. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit, mais attends, si tu es aux droits des femmes, c'est pas pour rien. Parce que les gens qui savent un peu mon parcours me disaient, mais peut-être que c'est lié, etc. Moi, je disais non, je pense pas, parce que ça s'est un peu fait par hasard, le projet humanitaire, etc. Et en fait, non, c'est complètement lié, enfin, carrément. On a des blessures. C'est ce que je disais aussi de Ina Shevchenko, donc je le dis parce qu'elle l'a ouvertement dit, mais Ina Shevchenko, c'est la fondatrice des Femmes que moi j'ai connue au G7. On était dans le même groupe de travail. Elle m'a proposé à l'ONU, si on croise Poutine, d'enlever nos hauts, d'enlever nos soutifs. Et je lui ai dit, on va se calmer, Ina, 2 minutes. donc voilà. Mais Ina, c'est une histoire très violente de politiser son corps. Parce qu'elle a quand même été kidnappée, elle a été torturée dans une forêt. Enfin, voilà. Et Ina n'est pas libre de ses mouvements jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que son adresse est un peu secrète, son numéro de téléphone, on fait attention à qui on le transmet, elle ne va pas forcément voir sa famille quand elle le voudrait en Ukraine. Enfin, c'est hyper violent de se cacher, en fait. Et en fait, on s'est tout rendu compte pendant le G7, mais même dans les à côté, et même dans des personnes qui s'engagent sur ces questions-là,
qu'il y a toujours une histoire. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais subi de violence physique, sexuelle ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, j'ai cette histoire avec ma cousine qui m'a marquée, qui a chamboulé mon monde. Et clairement, je me suis dit, attends, les filles, c'est pas pareil que des garçons. Et j'avais 14 ans. J'avais le temps de me poser encore toutes ces questions. Et puis voilà, donc ça s'est pas fait, c'est mon parcours de vie, hein, mais voilà. Et c'est suite à cette histoire que tu as dû prendre du coup des responsabilités au niveau politique. Alors moi, j'ai voulu m'engager de manière dans la société, donc je me suis engagée pendant 3 ans dans un monde associatif. Voilà. Et donc oui, en fait, dès qu'il y a eu le décès, je me suis dit, il faut que je serve à quelque chose, il faut que je serve à quelque chose. J'avais cette envie de servir à quelque chose. Voilà. On m'avait rien demandé pourtant. Et du coup, je me suis engagée dans une association. Je suis partie au Brésil à 17 ans. À 18 ans, je me suis retrouvée dans mon pays natal à faire mon propre projet humanitaire. Je suis rentrée en France, le projet a été fait. J'ai été lauréate de la Gardère. Je passe dans le magazine Elle. Le maire me repère. C'est parti très vite. C'est parti très, très, très vite. Et j'ai jamais voulu avoir quoi que ce soit. C'est comme le G7. J'ai jamais voulu avoir quoi que ce soit. Mais pour la petite histoire, le G7, parce que je vous ai dit que moi, je connaissais très bien Marlène Schiappa. On avait travaillé ensemble autour des États généraux de la femme avec Simone Veil. Donc, c'est précieux quand même de faire des États généraux avec Simone Veil. C'est un peu fou. Pour le G7, elle avait mis mon nom dans une liste. Donc, on était plus de 50 Français dedans. Et c'est Emmanuel Macron qui m'a choisi. Donc, en fait, on utilise ce biais-là, et moi je vous donne ce conseil parce que c'est un mantra, un autre t-shirt à faire achat, la sororité. La sororité, c'est important, c'est-à-dire que moi c'est un mode de vie en fait pour moi. Si tu montes, fais monter les autres. En tout cas, essaye. Donc il n'y a aucune jalousie à avoir entre femmes. Moi je ressens aucune jalousie même pour des hommes qui montent ou pour des femmes qui montent, peu importe, hein. Aucune once de jalousie, je suis très fière de voir que les choses ou la carrière avance, mais c'est ça la sororité, c'est de se dire, bah voilà, moi j'ai ça qui est pour moi aujourd'hui, qui est disponible, ce projet-là, est-ce que je peux le proposer à d'autres personnes? Oui, non. Si oui, je vais penser à des personnes qui m'inspirent aussi et leur proposer, et ça je le fais, c'est-à-dire que si tu montes ou si je monte, je vais essayer de te faire monter en fait, vraiment pas de jalousie. En fait, on a tellement de freins, on a tellement de galères, on va pas s'en ajouter d'autres. Et ça, c'est vraiment un truc que j'applique tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Liliane valide ton commentaire, hein. Si tu montes, fais monter les autres. Je pense que ça restera comme une punchline. Liliane nous dit, elle a grave raison. Donc, je pense que c'est... Non, mais clairement. Enfin, parce qu'en fait, on a... Excuse-moi, Gaëlle, je t'ai coupé, pardon. Non, je t'en prie, je t'écoute. Mais parce qu'en fait, on a tellement d'autres... En fait, on va tellement avoir d'autres freins. Si en plus, on se met des freins entre nous, enfin, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est un peu les questions qu'on se pose quand on voit les engagements autour du féminisme. En fait, on voit... Alors, tu as mentionné Ina Shevchenko des Femen. Et donc, du coup, à chaque fois, enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question de est-ce que la radicalité est une obligation en matière d'engagement féministe? Est-ce qu'on doit politiser son corps, enlever son t-shirt et écrire des messages forts dessus, ou est-ce que... Enfin voilà, quelle est toi ta vision sur la radicalité? Est-ce que c'est une obligation pour faire bouger les lignes? Eh ben, au début, j'avais la même opinion de l'opinion publique en disant, mais attends, elles se sont mis toutes nues, elles ont enlevé leur haut, elles ont écrit des messages, etc. C'est un peu fou. Et en fait, en côtoyant Ina, moi, j'ai bien compris qu'on exploitait le corps des femmes pour vendre du yaourt, parce que c'est souvent ce qui revient, pour vendre du yaourt, pour vendre des crèmes hydratantes, etc., pour tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a Pépite Sexiste que j'aime bien sur Twitter, qui relève un peu tout ça et ses contradictions. Et en fait, elle utilise son corps en se disant, mais attends, déjà, c'est mon corps à moi, donc j'en fais ce que je veux, et deux, je vais le politiser. Donc ça, c'est exceptionnel. Et elles ont fait une action il n'y a pas très longtemps pour Julie, qui a été agressée par des pompiers. Et en fait, on est là, limite, allez, on espère que les fémènes vont être là, parce qu'en fait, on va parler de cet événement, parce qu'elles ont la poitrine à l'air, avec des messages politiques dessus, etc., en se disant il y aura un retentissement.
C'est-à-dire que quand on s'est engagé dans les droits des femmes, donc aujourd'hui, c'est pas pareil, on en parle tous les jours, on en parle de ce sujet-là, c'est génial. Par contre, il y a 12 ans, on n'en parlait pas comme ça. On n'en parlait pas de cette façon-là. Donc, c'était très compliqué. Moi, j'ai bien compris en la côtoyant que c'était hyper important et en plus que ça venait d'elle. Donc, elle détournait un peu ce jeu-là de on va utiliser votre corps pour vendre ceci, mais moi, je vais utiliser mon propre corps pour faire ce que je veux. Donc, voilà. Après, la radicalité, ben moi, je trouve que ça s'est adouci. Je les trouve plus si radicales que ça parce que je pense que j'ai mieux compris leur message. Et je lui ai dit à Ina, hein, parce qu'on a pris l'avion ensemble pour aller à New York, et je lui ai dit, mais moi, au début, je ne comprenais pas du tout votre système. Et elle me l'a expliqué. Et en fait, c'est une évidence. Quand elle me l'a proposé d'enlever mon soutif, là, s'il y avait Vladimir Poutine à l'ONU, je ne suis pas sûre de l'avoir à l'heure parfait. Surtout qu'on est entouré de diplomatie. Et moi, j'ai mis un mot sur le terme diplomatie. Hein. C'est hyper compliqué. Et tout se joue à la minute. Et on a des palpitations et jusqu'à la dernière minute parce que c'est très compliqué de voir si notre accord va être accepté par les États-Unis. On est imbriqué dans un monde assez exceptionnel pendant une année. Mais du coup, j'ai mieux compris son message. Là, maintenant, il y a les Amazones avec les messages sur les murs des villes. Les collages. Exactement, les collages féministes avec Marguerite Stern. Marguerite Stern, par exemple, elle utilise, donc on aime ou on n'aime pas, hein, peu importe. Mais c'est vrai que même dans son écriture, elle écrit toi aussi, A-U-2-S-I-E. Moi aussi, I-E. Enfin voilà, elle féminise un peu tout. Donc c'est aussi une autre forme de radicalité, mais c'est la leur, et si elles sont bien avec, tant mieux. Mais moi, j'ai mieux compris les femmes en les côtoyant. Bon, bah, nous, on verra. On a l'idée de faire des t-shirts avec les punchlines. Du coup, on va peut-être pas les enlever tout de suite. On parle de tous tes engagements et de tout ce que tu fais dans différents pays dans ta vie de tous les jours. Si on peut revenir sur le côté Wonder Woman, on sait que tu as une vie à côté de tous ces engagements et on parle ici maintenant un peu plus d'équilibre pro-perso. Est-ce que derrière une femme inspirante, il y a un homme soutenant? Oui, ah là là, 100%. J'ai souvent cette question d'ailleurs depuis un an et demi, mais ton compagnon, il doit bien s'accrocher. Oui, il y a un homme soutenant, bien entendu, heureusement. Parce que sinon, dans le violentomètre, j'y serais pas. Et du coup, je pense que j'alerterais mes proches ou quelqu'un de confiance pour me dire attention, je suis dans une relation un peu toxique. Mais oui, quelqu'un de soutenant, parce que c'est très compliqué de travailler. Là, par exemple, moi, j'entame la journée depuis ce matin. Moi, je vais la finir à 23 heures. Voilà, ça fait partie de mon quotidien. Je n'ai pas d'enfants, donc mon planning est totalement différent de celles et ceux qui ont des enfants, parce que j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, ça va, c'est que des réunions ou des initiatives, etc. Mais quand on a des enfants, je pense que c'est des choses assez différentes. Toujours est-il, oui, il faut un homme soutenant, sinon on ne s'en sort pas. Et est-ce qu'on peut avoir des enfants et faire carrière? Alors, moi, mes enfants, ils sont congelés. J'en parle très librement parce que je suis atteinte d'une maladie depuis 10 ans, l'endométriose. Hein, et du coup, voilà, on prend garde à sa fertilité. Donc moi, mes enfants, ils sont sous moins 190 degrés parce que j'ai congelé mes ovocytes. Peut-être que ça peut intéresser des personnes ici, mais je pense qu'on peut tout à fait concilier sa vie pro et sa vie perso. Toujours est-il, il faut s'accorder des temps de vie perso et que ce soit votre priorité. Moi, je me suis rendu compte, et c'est tout bête, j'ai pas d'enfants encore. Ils sont bien silencieux aujourd'hui, toujours est-il. Quand j'avais un anniversaire et que j'ai loupé l'anniversaire de ma mère la dernière fois, parce que j'avais une réunion, je m'en suis énormément voulu en fait. Et c'est tout bête, mais hier soir, j'ai eu un échange parce que j'ai fini ma journée hier très tard à 22h30. Et ma collègue au conseil municipal, là on a un conseil municipal dans 2 jours, elle disait que elle aimerait venir, qu'elle culpabilise, mais elle a ses enfants, elle a l'anniversaire de sa fille.
Et du coup, sa fille lui a dit, mais je veux manger le gâteau avec toi à 20h30. C'est pile l'heure du début du conseil municipal. Elle s'en voulait un peu. Et elle me demandait mon avis. Je lui ai dit, mais en fait, on s'en fiche du conseil municipal, il y en aura d'autres. Par contre, un anniversaire avec ta fille pour son âge, tout de suite, maintenant, on n'aura pas d'autres. Donc, profite. Et du coup, il faut que ce soit aussi votre priorité parce qu'on a vite, on se perd rapidement. Hein. On peut se perdre rapidement. Moi, quand j'ai vu cette année-là où j'ai loupé l'anniversaire de ma mère, je me suis dit, mais t'as rien compris, en fait, c'est nul. Enfin, donc voilà, donc j'essaie toujours, et je pense que c'est pareil hein, pour le monde professionnel. Hein. De la même manière, s'il y a une réunion hyper importante et il y a un anniversaire où je sais pas, il y a autre chose de plus important, bah, en fait, j'irai pas à cette réunion et je serais tout à fait en accord de le dire et de dire pourquoi. La conciliation vie pro, vie perso, c'est pas qu'une phrase dans des enjeux de l'entreprise SNCF, c'est aussi quelque chose qu'on doit appliquer et qu'on doit s'appliquer en fait. Donc c'est hyper important. Moi, j'aurais aucun état d'âme à dire je ne participe pas parce que j'ai un anniversaire, c'est beaucoup plus important que cette réunion en fait. Donc derrière une carrière de femme politique, il y a quand même une vie de famille ou alors il y a une vie personnelle en partie sacrifiée? Ouais, il y a une partie. Moi, j'ai pas une partie sacrifiée parce que ce que je fais, je le fais de bon cœur. Hein. C'est-à-dire que quand là tout à l'heure, je vais recevoir une femme victime de violence, j'y vais pas à reculons parce que je sais que je l'aide. Je sais que je vais lui apporter une solution. Mais depuis 13 ans, quand on fait le bilan, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire différemment. Et donc maintenant, c'est tout bête, mais je m'accorde tous mes week-ends. Tous mes week-ends, c'est pour moi. Je ne veux plus entendre parler d'initiatives, sauf, attention, période électorale. Il y en a une qui arrive, il y en a même deux qui arrivent, donc je suis engagée à ce niveau-là. Toujours est-il, votre équilibre personnel est beaucoup plus important et moi j'ai vu que j'en ai fait les frais pendant un moment. Par exemple, quand un élu part en vacances, on n'aime pas quand il part à l'étranger. Enfin, vous vous rendez compte où on en est. Et je culpabilisais d'être en Corée du Sud, mais c'est mon droit de vouloir aller en Corée du Sud. Enfin, laissez-moi tranquille. donc maintenant, en fait, non, je pars en vacances si j'ai envie. Je vais pas forcément le dire, mais je vais pas le cacher non plus. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, Ouais. je les ai pas lus en fait. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui disent beaucoup de sagesse dans les propos d'Asia, que oui, l'important c'est d'être en accord avec soi-même, que plus on sera nombreux et nombreuses à poser nos limites vie pro, vie perso, plus cela s'imposera. Et il y a deux questions. Il y a un beau commentaire de Vincent, mais que je voudrais garder plutôt pour la fin. Alors, je pense que Myriam fait peut-être mention de l'endométriose, comment gérer toutes les souffrances et les douleurs, ou alors est-ce que Myriam, tu veux nous dire si tu parles plutôt de la souffrance et des douleurs des autres femmes que Asia accueille dans son quotidien? Oui, c'est ça, c'est plutôt, oui, c'est ça, c'est recueillir toutes ces souffrances et ces douleurs. À un moment donné, il faut une soupape d'évacuation et bah voilà, quelle est-elle en fait pour vous? Ouais. Et Bah, ça c'est rejoint intéressant. le commentaire de Béatrice. Ouais, ça rejoint Béatrice qui dit est-ce que quelquefois tu es saturée de recueillir la parole des femmes? Ouais, j'étais saturée en octobre parce que j'avais des mauvaises nouvelles sur ma propre santé. Et donc, j'ai appelé mon secrétariat, j'ai appelé mes collaboratrices en disant là, stop, là, je peux plus. Parce que j'ai appris ce que ça. Alors, je préfère le terme québécois. Ça s'appelle l'usure de compassion. Et du coup, l'usure de compassion, c'est quand exactement ce qu'on décrit, de recueillir la parole, de ne pas avoir de soupape pendant ces années, parce que j'en ai eu aucune pendant 10 ans. Il n'y a que depuis l'année dernière que j'ai une soupape avec le confinement. C'est fou hein, de dire ça parce que je sais que voilà, c'est pas génial d'être confiné, c'est pas génial d'avoir du Covid un peu partout. Mais moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai été confinée chez moi. Je fais mes réunions en visio. Hier soir, mes réunions, elles étaient en visio. J'étais chez moi tranquillement. J'ai appris à faire un peu à manger, à faire attention à moi. Là, je fais de la yoga thérapie. Je fais ces activités-là que je ne faisais pas avant. Et parce qu'en fait, c'est éprouvant. C'est éprouvant, c'est très lourd à gérer. Hier, on a accompagné une femme victime de violence. Elle était en procès il y a 2 jours. Son agresseur a eu 18 ans de réclusion. Donc, il a fallu l'accompagner, mais recueillir sa parole. C'est la première fois que quand elle sortait du bureau, moi, je me suis mise en larmes en me disant, mais moi, mon métier, c'est de travailler à la SNCF. C'est pas d'accompagner que des femmes victimes de violence. C'est pas ça, parce qu'on peut s'y perdre.
Donc oui, là, je me le dis, je sais comment ça s'appelle l'usure de compassion. D'ailleurs, peut-être que vous-même, au travail, vous pouvez ressentir cette usure de compassion. C'est quand vous êtes trop dedans, et à un moment donné, vous n'avez plus de soupape. C'est trop difficile pour vous et il faut s'en créer une. Donc maintenant, ma petite soupape, c'est récent, hein, ça fait 1 an, hein. Mais les week-ends, c'est pour moi. Quand on me conseille un film sur des violences faites aux femmes, bah, en fait, je ne vais pas aller le voir parce que je suis dedans tout le temps. Donc, moi, je préfère aller voir un dessin animé le soir tranquillement et je vais réfléchir à rien. Et surtout, je prends plus soin de moi. Voilà. Et moi passe avant tout. Voilà. Voilà, je passe avant tout. Et voilà, j'apprends hein, parce que c'est pas évident. Des fois, je culpabilise et tout, mais après, je ne peux pas en fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Payta Schneck. Anaïs Bourdet, en fait, l'année dernière, elle a clôturé son site. Parce qu'en fait, elle n'en pouvait plus de recevoir plein de messages de femmes victimes de violences, qu'elle ne pouvait pas les orienter, que c'était très, très, très compliqué pour elle. Et du coup, elle a tout stoppé. Elle s'est dit, oula. Mais sauf que moi, je me le suis dit 13 ans après, quoi. Voilà, 13 ans après. Mais je le fais et j'y vois un plus dans ma vie privée. Voilà, je découvre des activités que je n'avais pas avant parce que je n'avais pas le temps. Je faisais des journées de 12 heures par jour tous les jours. Là aussi, je fais des journées de 12 heures par jour quasiment. Mais le samedi, dimanche, je sais que je vais rien faire. Enfin, et je suis ravie de ça, sauf urgence absolue. Une fois, pour vous dire le ridicule de la situation, j'étais au Costa Rica et j'étais en train de gérer à distance une situation de violence. Et c'était ridicule parce que j'étais pas là. Enfin, et je finis par dire à la fin, mais je vais arrêter de faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Je suis pas là. Je suis pas présente. Il faut savoir déléguer aussi. Voilà, voilà. Est-ce que tu parles de ta santé, de prendre soin de toi, de plus t'écouter maintenant? Comment est-ce que tu peux concilier justement vie publique et vie professionnelle avec endométriose au quotidien? Ça ne doit pas être facile. Tu dois avoir des souffrances. Enfin, voilà, je pensais que Myriam faisait allusion à ça. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton quotidien avec cette maladie? Moi, je suis atteinte d'endométriose depuis 10 ans et malheureusement, mon bilan du mois d'octobre était un peu. Je suis à un stade 4, donc le plus élevé. Mais ça se voit pas. Hein. Quand je vais au travail, ça se voit pas que je suis malade parce que je sais gérer mes crises maintenant. Mais c'est vrai qu'une fois, je devais aller au bureau et j'ai dû poser à la dernière minute un congé. Enfin, vraiment à la dernière minute, parce que je me voyais absolument pas faire le trajet jusqu'au travail, c'était impossible. Donc, des fois, c'est handicapant. Comment je le gère? Moi, je le dis à mes collègues. Donc, tous mes collègues sur ma plateforme à Paris, Montparnasse, sur Wigo, savent que je suis atteinte de cette maladie. Je ne la cache pas parce que j'ai pas honte et parce que ça fait partie du quotidien. Et je leur ai dit, voilà, si vous voyez que je suis pas très bien, il faut me donner tel médicament dans tel tiroir, vous mettez dans un taxi direction la maison. Parce que les souffrances d'endométriose, je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, c'est quand les règles des femmes vont s'accrocher à d'autres organes. Voilà. Et donc, à long terme, ça crée des souffrances incroyables. Ça peut créer une infertilité, d'où le fait que j'ai congelé mes enfants très tôt. Et surtout, ça crée des douleurs équivalentes à un accouchement pour celles qui ont accouché ou d'une crise cardiaque. Donc voilà, donc c'est difficile de gérer ça au quotidien. Mais je l'ai dit, je le dis que je suis malade. Et moi, je sais quand je vais avoir des crises, donc je sais les gérer maintenant. Donc j'ai cette chance-là de savoir le faire. Mais au travail, moi, je le dis. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, donc là, c'est sur ma vie perso de maladie, hein, je le dis, ils savent. Quand je me fais opérer, voilà, ils le savent. Il y a Emilien qui demande, est-ce que tu penses qu'on devrait mettre en place des congés règles douloureuses comme au Japon? Mais complètement. Au moins le premier ou le deuxième jour, parce que pour les hommes qui nous écoutent, avoir ces règles, c'est douloureux. Et moi, quand mes chirurgiens, je leur ai dit, mais moi, je suis contente quand j'ai mal, quand j'ai mes règles, parce que ça veut dire que je suis fertile. Je racontais des choses qui étaient ahurissantes et qui n'avaient c'était pas prouvé de manière scientifique. Il me disait, attention, Madame Benzial, on peut avoir mal quand on a ses règles, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet. Par contre, ça ne peut pas vous empêcher d'avoir votre vie. Donc, à partir du moment où ça vous empêche d'avoir une vie perso ou d'aller au travail, etc., ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas.
ou en tout cas, c'est un des signes de l'endométriose. Donc, je ne veux pas vous alerter, attention, vous pouvez avoir mal une fois de temps en temps. Mais du coup, vraiment un congé de règles douloureuses, mais complètement. Moi, je suis à un stade 4, c'est-à-dire que quand j'ai mal de douleurs d'accouchement, enfin, tout le temps. Donc, c'est une horreur, en fait, ces douleurs-là. Il y en a, elles sortent plus, elles se plient en 4. Donc là, moi, j'ai appris à faire de la yoga thérapie. Donc, c'est des postures pour m'aider pendant mes douleurs. Donc, c'est tout nouveau. J'ai une prof depuis 3 semaines. Je vous raconte ma vie, je suis désolée, hein. Mais du coup, c'est pas normal de souffrir. Et moi, la dernière fois, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai appelé mon DUO pour lui dire est-ce que tu peux me poser une journée de congé? Je ne peux pas venir. Voilà. Bah, j'ai raté un jour de congé à cause de ça. Voilà. Donc oui, complètement. Il y a Myriam qui a une question. As-tu des actions à nous conseiller ou des petites choses à faire au quotidien qui pourraient aider la cause des femmes? Ne jamais s'excuser quand vous parlez. Numéro 1, règle numéro 1, c'est celle-là. Moi, je ne m'excuse plus de prendre la parole. Je vais la prendre et je prendrai le temps qu'il faut pour développer mon idée. Et donc ça, c'est Barack Obama. C'est l'administration de Barack Obama qui a mis ça en place. Pour la petite anecdote, parce qu'une femme, quand elle prend la parole en réunion, elle dit « Excusez-moi, oui, ça prend juste une petite minute. Je ne serai pas très longue. Non, bah, je serai longue, je vais prendre plus d'1 minute. Je vais développer mon idée. » Donc, ne jamais s'excuser. Et d'ailleurs, elles avaient une tendance, si vous êtes à plusieurs, entre femmes et hommes, dans une réunion, ça peut exister pour un homme, enfin, voilà, mais le temps de parole n'est pas le même, attention. Un homme ne va pas se poser 1 milliard de questions pour détaler son idée, et très bien, tant mieux. Et quand vous sentez que vous êtes en infériorité numérique et sur l'idée, il faut, la première s'exprime sur l'idée et la seconde, quand elle prendra la parole, rebondira sur l'idée de la première et appuiera son idée. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est de cette manière qu'on peut faire avancer les choses. Et moi, je l'ai mis en pratique avec mes collègues en mairie et j'adore parce que ça fonctionne. Et du coup, le sujet, même si c'est un petit sujet, exactement, je vois, petite question. Non, j'ai une question. Oui, en fait, c'est très inspirant. J'adore ce conseil, c'est tellement inspirant des Béatrice. Liliane dit, on m'a aussi dit d'arrêter de dire une petite question. On m'a dit d'enlever ce mot de mon vocabulaire et Lorelai est complètement d'accord. Ah ouais, et faites le test, hein. Le sujet, s'il paraît minime et que vous êtes 10 à dire la même chose ou 3 dans votre réunion, etc., eh ben, ils vont forcément avoir l'obligation de traiter à un moment donné. Voilà. Parce qu'en fait, il est dit, redit. Donc, on ne s'excuse jamais. Moi, je ne m'excuse plus de parler. Sauf là, bon, ça fait un peu monologue et voilà, je suis désolée. Hein, mais, c'est toi la femme inspirante. Hein. Ouais, mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des retours des personnes, etc. Mais moi, je ne m'excuse plus de m'exprimer. Et de la même manière, il faut savoir un truc qui peut être un défaut pour l'entreprise SNCF, mais qui est une qualité dans ma vie. Quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, je vais lui dire les choses de la même manière. Donc, c'est-à-dire que si c'est Jean-Pierre Farandou, je vais lui dire la même manière que si je te parlais à toi, Gaëlle, ou que si je parlais avec le président de la République, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne vais pas taire mon identité de un peu grande gueule, parce que c'est comme ça qu'on me détermine un peu, hein. À partir du moment où une femme, elle appuie son caractère, elle appuie ses idées, elle est un peu grande gueule. Ben moi, ça me va bien d'être le poil à gratter de tout le monde. Je n'ai pas de sujet avec ça. Mais je ne m'excuse pas d'être moi-même. Et on m'a dit, mais tu sais, Assia, tu ne pourras jamais travailler en direction, parce qu'en direction, ils aiment bien quand c'est un peu lisse. Ah bah moi, il n'y a rien de lisse chez moi. Rien du tout. Et donc, je vais parler de la même manière et je vais envoyer des mails s'il faut. Par exemple. Oui, pardon. Je travaille en direction et on peut dire les choses, c'est juste la manière de le dire en fait qui change. Ben, c'est ça, mais moi je ne vais pas changer ma manière de dire, tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord, ok. Tu vois, je n'ai pas envie de rentrer dans ce code-là, même si j'entends bien ce que tu dis, hein, et j'entends qu'on le fasse. Hein. Mais moi, j'ai pas envie, en fait, j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de m'épuiser à penser à ça. Ça m'intéresse pas. Donc, je ne travaillerai jamais en direction. Voilà. C'est noté. Comment? Elle a dit quoi, pardon? J'ai dit tu serais la bienvenue quand même. Ah, c'est gentil, mais je suis pas certaine. Une fois, je suis arrivée chez Wigo, on avait un problème de tenue. Je raconte cette petite anecdote parce que je trouve qu'elle est quand même intéressante.
La tenue des filles était rose et la tenue des garçons était bleue, hein. Sinon, c'est pas marrant. Et ben, du coup, moi, j'étais à SCT, j'ai écrit à Stéphane Rappebach, qui est d'ailleurs très bien et très engagé sur ces questions. C'est le directeur général de Wigo. J'ai envoyé un mail en disant, bon, sur l'échelle de Richter, vous êtes mon N+20, peu importe, tant pis, je vais vous dire ce que je pense. Et en fait, ça a été pris en compte. Mais voilà, jamais on oserait écrire à son N+20, et j'entends bien j'entends bien d'ailleurs qu'il y ait des chemins, mais des fois, faut les prendre. Et je me dis, si Emmanuel Macron m'a demandé des conseils, c'est que je peux aussi quand même en donner au sein d'entreprise. Enfin, c'est quand même président de la République, enfin, c'est pas rien. Donc voilà, je les donne en fait. Et donc, j'ai pas envie de changer ça et je m'excuse pas d'être moi-même, jamais. On a une question poil à gratter. Comment aurait été ta vie si tu avais été un homme? Ah, je me suis jamais posé cette question de si. Je pense que ça serait beaucoup plus facile. J'espère que j'aurais été un allié quand même, parce que franchement, la cause des femmes, c'est la cause des femmes et de l'homme, hein, parce que si les hommes ne sont pas impliqués, autant vous dire qu'on n'ira pas on n'ira nulle part. Et donc ça, moi, j'y crois fortement que c'est la cause des femmes et des hommes, par ordre alphabétique, hein. As-tu évoqué avec Emmanuel Macron le cas Darmanin? Excellente question. Non, mais je l'évoquais avec Marlène Schiappa. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, qui est rattachée? Elle pense sa version officielle, Marlène, tant que la personne n'est pas condamnée, elle n'est pas condamnée, ce que je peux comprendre, hein. Mais c'est vrai qu'il faut entendre les féministes, les associations et les femmes comme moi qui sont outrées de le voir à cette position-là. Et c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est très français, ça. Parce qu'il y avait une ministre qui avait, je crois que c'est un pays nordique, qui avait acheté un sneakers, hein, avec sa carte. C'est une vraie histoire, hein. Elle a démissionné quand même, hein. Enfin, elle est là. Donc non, c'est très compliqué d'avoir de la crédibilité à ce niveau-là. Donc il gère pas, Darmanin, l'accueil des femmes dans les commissariats, parce que c'est le portefeuille de Marlène Schiappa, et elle le fait très bien, parce que je le vois, hein. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en termes de crédibilité. Mais ça n'a pas dérangé, hein, finalement, parce qu'ils l'ont gardé à ce poste-là, hein. Donc voilà. Bon, on verra pour la suite. On rentre dans les 5 dernières minutes du rendez-vous et on a quelques questions de conclusion qui sont plutôt ton inspiration à toi du moment pour constituer ou contribuer à notre médiathèque inspirante idéale. Ce sont des questions qu'on pose à toutes les femmes inspirantes. Okay. Donc en fait, on va te poser 4 questions et tu vas nous répondre avec ce que tu peux nous recommander. Est-ce que tu as un livre qui t'inspire? Est-ce que tu as une personne qui t'inspire, femme ou homme, et qu'on devrait suivre? Une musique et un film? Alors du coup, si tu veux, on peut commencer par un livre. Déjà, le livre, il faut savoir, donc je ne vais pas me montrer ma maison, mais j'achète tous les livres de mes sœurs. Voilà, donc Ina Shechenko, je vais acheter, Rokhaya Diallo, j'ai acheté, Marlène Schiappa, j'ai acheté son livre. C'est comme ça qu'on s'encourage les unes les autres. S'il y en a une qui sort un livre, moi j'achète. Mais ce que je lis en ce moment, et en fait en ce moment ça dure depuis 1 an parce que j'ai très peu de temps pour moi, c'est Catherine de Médicis, parce qu'elle me fascine en termes de stratégie. À son époque, Catherine de Médicis, c'est quelqu'un quand même. Donc voilà, je dis ça. C'était quoi la musique? Catherine de Médicis, c'est plutôt du coup pour la personne qui t'inspire, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, elle faisait énormément de stratégies, hein. Ouais. C'était très fatigant, hein, en fait, hein. Donc, c'était pas les mêmes stratégies, mais toujours est-il, il faut se débrouiller dans un monde très compliqué où ton fils y règne, et en fait, t'es pas en accord, et puis il va se marier, et puis c'est très compliqué. Sinon, il y avait, oui, une musique qui t'inspire. Alors moi, ce qui m'inspire, et surtout en ce moment, aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan, et du coup, moi, je lis beaucoup et j'écoute des sourates, ça me fait du bien. Mais ça, c'est pour mon côté très personnel.
Là, je vous livre toutes les clés de Asia Christian. Là, on ne peut pas dire que, que je suis très... Et sinon, j'aime beaucoup écouter Ludovico Einaudi, c'est un pianiste que j'adore, italien, et qui est connu d'ailleurs parce qu'il y a la BO du film avec Omar Sy, comment il s'appelle hein Omar Sy, le film... Pas de bras, pas de chocolat. Intouchable. Intouchable. Ben, c'est Ludovico Einaudi et c'est magnifique ce qu'il fait. Donc voilà, c'est ce que... Et enfin, un film qui t'inspire? Alors moi, le film que je vous conseille, mais qui est très violent, mais je trouve que c'est à voir parce que je vous disais, je regarde plus du tout des films de violence, etc. Mais là, c'est un film particulier parce qu'il est très bien réalisé. C'est Incendie, qui était une pièce de théâtre en fait, de Denis Villeneuve. Et c'est un film fabuleux d'ailleurs, qui a la même intensité que La vie est belle. Voilà, sans vous dire plus ce que c'est. Les acteurs sont canadiens, mais franchement, ce film est vraiment, vous m'envoyez des mails pour me dire ce que vous en avez pensé, quoi. Et je les lirai, je vous répondrai carrément. Ah bah la commande est passée, ça tombe bien, ce sont les vacances scolaires. Alors, pas avec les enfants, attention. Avec les enfants. Bah écoute, j'ai mis toutes les références dans les commentaires pour que les participantes et les participants puissent constituer aussi leur médiathèque ou alors suivre tes recommandations. Et en tout cas, je profite des 2 dernières minutes qui nous restent pour te remercier très chaleureusement, Asia, d'avoir pris part à cet exercice aujourd'hui. Ça a été... merci beaucoup. Et c'était quoi le commentaire de Vincent? Alors oui, je le gardais pour la fin parce que je l'ai trouvé très à propos. Le commentaire de Vincent, ça a été de dire toute vérité, ça a été de commenter, enfin de vraiment citer Arthur Schopenhauer, de dire toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et il a terminé avec un commentaire personnel en disant « Espérons que l'on arrive bientôt à une 3e étape concernant l'égalité homme-femme. Donc, de faire en sorte que l'égalité homme-femme ait toujours été une évidence. » Ok. Bah, merci pour vos commentaires. Merci à vous d'être restés pour m'écouter pendant cette heure de déjeuner. Et merci à vous pour cette organisation. Je trouve que c'est toujours un exercice particulier mais intéressant. Et j'espère que, en tout cas, je vous aurai inspiré un minimum. Et ne vous excusez plus quand vous parlez. Jamais. Et du coup, on t'invitera pour notre prochaine femme inspirante, qui est Simone Hérault, la voix de la SNCF, et qui est prévue, Émilien, on a la date déjà, je crois. Oui, c'est le 18 mai. Ah, génial. Entre 13 et 14 heures. Ah bah là, tu vois, je pourrais me connecter. Eh ben, prenez rendez-vous. Le lien de connexion, ça sera exactement le même. Toutefois, il sera communiqué et il sera distribué. Et n'hésitez pas à vous enregistrer auprès de l'ambassade Fret SNCF au féminin. Merci d'avoir envoyé le lien. Comme ça, si vous êtes rattaché à l'ambassade Fret, en première ou deuxième ambassade, peu importe. Tout à fait. C'est très important de dire ça, effectivement, Gaëlle. C'est que, en fait, vous pouvez avoir 2 ambassades de rattachement. Donc, si vous avez déjà une ambassade, n'hésitez pas, vous pouvez prendre le fret en plus. Ah, bonne idée, je vais faire ça. Ah bah, viens. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous et très bonne journée à toutes et à tous. Ah, Margot, génial. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt, bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir, bonne journée.